commencer ma contribution, je tiens à remercier les organisateurs de cette journée qui est fructueuse pour moi et pour les étudiants. C'est ma première visite à Poitou, donc je tiens à vous remercier et de me donner cette chance pour montrer notre travail de terrain à Tarouda. Donc la première fois, je vous ai envoyé Tarouda aperçu archéologique, mais après on a discuté avec M. Blekhal. J'ai dû changer un petit peu, si on peut dire, ma présentation pour être adéquate à la problématique de la journée, c'est le Limes. Donc j'ai choisi agglomération du Limes du Numide. La situation géographique, bon, Tarouda maintenant est connue partout dans le monde entier, mais ça va de donner la situation par rapport à Alger, par rapport au Sahel, par rapport au littoral, par rapport à Carthage aussi. Tarouda se trouve à la lisière méridionale des Aurès. Elle est sur la rive gauche de Oued al-Abyad. Hein. Après le Foum al-Kharza, le barrage commence le Oued al-Biraz, c'est la continuité de Oued al-Abyad. C'est l'une des issues plus importantes qui donne directement à Timgad, à travers les Aurès. On a parlé d'agglomération. Justement, parce que Tarouda, c'est une ville prenante dans le Limes. Elle est importante, elle est décrite par Al-Bikri, elle est décrite par Corépous, elle est décrite par les anciens auteurs. Donc il faut s'attendre à une étendue plus grande. Et d'après notre prospection depuis 2003 jusqu'à nos jours, on a révélé plusieurs Koudia. Koudia, c'est le tel, si on peut dire tel artificiel, c'est un petit monticule éparpillé autour de Tarouda où se trouve l'étoile. Hein. Si en prenant Tarouda, l'étoile, le site archéologique maintenant, comme centre de cette grande ville de l'époque. Donc, on a fait la prospection, on a trouvé plusieurs tels archéologiques autour de cette ville, et selon les récits des auteurs de l'époque médiévale, ils disent, la conquête musulmane, ils disent que Sidi Uqba, le fameux chef musulman, a trouvé la mort au pied des murailles de Tarouda. Et là où il est mort, il est enterré. Donc, Sidi Uqba est là. Donc, la ville, elle est là. Donc, elle est loin du site archéologique. Si on prend ce site archéologique, il est le centre de la ville, donc on a un rayon de pas moins de 6 km. Donc, il faut imaginer toute cette région en rouge, une ville de l'époque. Parce que ici, on trouve pratiquement la même chose dans toutes les Koudias, dans toutes les monticules, on trouve pratiquement la même chose, les mêmes objets, les mêmes artefacts, les mêmes structures, même de la même architecture. Et c'est ça, on va poser la question pour le Limes, parce que dans cette région, surtout pour le Limes de Numidie, tous les sites sont semblables. Question archéologique, situation et point stratégique. On a dit une agglomération. L'agglomération, pour avoir une agglomération, il nous faut les infrastructures. À l'époque, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas de gaz, il y avait que de l'eau, les routes, la terre fertile, les matériaux de construction. Donc si on a tous ces facteurs-là, on peut créer une agglomération. Donc on a de l'eau. De l'eau est ramenée, si on peut dire, d'une région qui est riche. On appelle ça le Droua.
Et au nord de Tahouda, à peu près une dizaine, quinzaine de kilomètres, on a trouvé, d'après notre prospection, on a trouvé 3 tracés d'aqueduc. Le premier est daté de l'époque coloniale, donc même à l'époque coloniale, ils ont suivi le parcours ou l'itinéraire ou le tracé de l'aqueduc antique. Le deuxième, il est enterré, et on trouve sur terrain, c'est des buttes comme un dodane. Et le troisième, c'est l'antique. Voici la photo, on la voit, celui qui passe par la route et la voit à côté, en plein oued. Elle est cassée à cause du courant, parce que le moment où les précipitations, automatiquement, ça casse l'aqueduc. Donc on trouve le canal. Le canal, il est bien clair, et on a suivi avec le GPS à peu près 2 à 3 km vers le nord. Voici la coupe, si on peut dire, une petite coupe, photographiée pendant notre stage pratique avec les étudiants. Donc la première, le numéro 1, c'est le premier sol d'occupation. On appelle ça d'occupation parce qu'elle a été utilisé pour faire couler de l'eau. Donc le premier sol où couler l'eau. Le deuxième, c'est un remblai, parce que à l'époque, automatiquement, il y a un service de maintenance hydraulique qui tient et qui assure l'alimentation en eau. Et pour garder toujours, parce que à force de couler et avoir le débit, donc on aura des sédimentations de calcaire, et ça bloque et ça diminue le débit de l'eau. Donc ils ont choisi de créer le deuxième niveau d'occupation pour garder toujours la même cadence du débit et pour avoir toujours la même quantité d'eau. Le deuxième point pour l'infrastructure, c'est les matériaux de construction. J'ai écrit bien, Itigal directement, pierre de taille, les carrières de Jebel Kimero, deuxième, les galets des oueds, et troisième, l'argile, c'est la dore au taupe, plus la brique. On trouve ces matériaux très abondants dans la région. À Tahouda, on a découvert dans le Jebel de Kimero des carrières de grès, la pierre grès. Ces carrières sont disposées en étage. On a trouvé à peu près avec le GPS, on les a localisées 14 carrières. Carrières typiques, avec la paroi de la taille, avec l'air de la taille, avec le chemin de transport. Et on a trouvé aussi des éléments architectoniques échoués, laissés sur place, automatiquement sur place. Donc c'est des indices pour avoir la pierre de taille. Même les dimensions sont des dimensions antiques, donc 50, 60 sur 1 mètre, etc. Les galets, voici le Jebel de Kimero. Donc tout ça c'est un pointage de GPS. Depuis 00C c'est carrière, C00 jusqu'au C013, donc tout ça c'est des carrières. Et le T1 c'est des tumulus. On n'a pas fouillé encore, on n'a pas fait un sondage, mais d'après la nature de la pierre, elle est semblable aux pierres extraites des carrières. Donc on a pensé aux défunts tailleurs de pierre qui ont trouvé la mort, donc ils étaient enterrés au sommet avec des espaces d'aménagement. Donc peut-être c'est des chambres pour les cérémonies funéraires. Donc le deuxième c'est le galet. Il faut signaler ici, parce que je remercie nos collègues M. Rachid et M. Hassan pour les matériaux de construction, surtout le galet. Le galet, on le trouve beaucoup plus dans la technique saharienne. À Garta, par exemple, c'est un village à côté de Tahouda. Il est séparé par l'oued de Beraz, c'est à l'est de Tahouda. On a trouvé toute une coupe. Donc les fondations sont faites, les murs de taupe ou la dope, ils sont construits sur une couche de galets, à peu près 1 mètre, 1 mètre 10.
Et tout ça est construit sur une fondation de pierres de taille, peut-être récupérées des anciennes bâtisses où elles étaient là. Et la génération d'après, peut-être la génération de transition, donc je parle de transition entre le christianisme et le médiéval, ou carrément le médiéval, ils ont trouvé toute une plateforme bien faite, bien aménagée, donc ils ont élevé leurs murs et leur habitation. Le deuxième, c'est l'adobe. L'adobe, on le trouve chez nous à Tahuda, dans le site, en deux sortes. Je vais voir, je vais venir. Ah, voilà. Ça, c'est un exemple d'extraction de pierre. Le deuxième, voilà. Le deuxième, c'est le deuxième type. On a deux types d'adobe. L'adobe qu'on a découvert pendant un petit nettoyage, un petit balayage de surface vers l'extérieur de la muraille de Tahuda, de la forteresse. Il était in situ. Il était sur place, en couche, et présentait les murs des habitations adossées à la forteresse. Ça nous donne une idée que cette forteresse a joué un rôle de sécurité un certain temps, et les habitants cherchaient de la sécurité, donc ils venaient à adosser leur habitation sur la muraille de la forteresse pour trouver la sécurité. Et par là, voilà, ça c'est le deuxième type d'adobe utilisé dans les habitations de la Koudia, du monticule de Tahuda. Donc les gens qui ont passé à Tahuda, ils ont vu automatiquement. Ça, c'est une petite consolidation pour la chambre, la salle du mausolée, de la mosquée. Justement, j'ai pris cet exemple de Bisseriani. Bisseriani, c'est à l'est extrême de Badès, c'est la wilaya de Tibissa, c'est au sud de Negrin. Cet exemple est pratiquement similaire à Tahuda ou à Djimilay. Donc, le commencement d'une agglomération, on commençait par un point de fortification, un poste de défense, de castillo, de forteresse, et puis avec un certain temps, vraisemblablement avec la période de transition où trouve la paix, où il y a la paix, ou avec l'avènement de l'islam, cette forteresse ou ce point de défense a perdu sa fonction militaire et est devenu un centre d'agglomération médiévale. Et les habitations s'entassent, si on peut dire, autour de ce poste de fortification. Et comme ça, le centre urbain ou l'agglomération s'agrandit au fur et à mesure avec une extraporation. On ne peut pas la maîtriser. Ça aussi pour Djimilay. Donc on trouve aussi le fort au milieu et aux alentours avec le trait noir. Le problème que, justement, le troisième, c'est la terre fertile. Parce qu'avec la terre fertile, on trouve l'agriculture. On a de l'eau, on a de la chaleur, et on a de la terre fertile. Corépousse, l'ancien poète, a parlé surtout pour la région du Limès, du Numidie. Il se vante. Il dit qu'on récolte 2 fois par an le blé et l'orge. Donc ça se voit que même la taille du blé et de la récolte, elle est plus importante que du nord. Donc ça donne une occupation humaine intense dans la région, et ça donne un développement d'une agglomération. Le problème rencontré sur terrain, justement, parce que j'aimerais bien discuter ça avec vous, si vous voulez, la datation des bâtisses. Soit, justement, parce que le problème se pose. Matinglé, par exemple, il parle en tripolitaine, il dit que l'époque antique ont utilisé les galets. Mais chez nous, les galets, c'est une caractéristique de la période médiévale. Mais, est-ce que c'est vrai? Donc, pour arriver à ça, à mon avis, soit on date
pas le mobilier en strates, en couche, après avoir fait un sondage, ou avoir une coupe carrément naturelle avec une découverte fortuite, soit par la technique de construction, le matériau qui est technique de construction. Donc si on arrive à déterminer et donner, le type A ou B ou C par exemple, pour telle période, donc on peut aussi dater les monuments à prospecter dans la région. Et pour cela, on peut sortir du doute de Baradès, parce que Baradès, il parle d'agglomération à partir de la photo aérienne. Donc, est-ce que ce sont des agglomérations médiévales ou antiques? Le deuxième, aussi, on peut, si on ne trouve pas le mobilier, on peut dater par la succession, par les strates, par la matrice d'Aris. Donc, la superposition, donc le plus ancien, il est au-dessous, le plus récent, il est au-dessus. Et si on arrive à une couche, à dater une couche, donc celle qui est supérieure ou inférieure, on peut la dater au fur et à mesure après. Les chercheurs de l'époque coloniale, pour ne pas les citer complètement, parce que c'est les citer tous, les chercheurs de l'époque coloniale, certes, ils ont fait le terrain, mais toujours, ils relatent ces sites vers la période antique. Moi, j'ai dit romaine, mais on peut dire antique. Soit l'Empire, ou Empire, Moyen Empire, ou Bas Empire. Pourquoi? Est-ce ça en relation avec la période coloniale pour une certaine idéologie, pour dire que l'Algérie romaine, elle est coloniale, donc ça nous revient, ou ils cherchent que du romain. Pourquoi? Leur spécialité. Donc Baradès, il n'est pas spécialiste en antiquité, mais à partir de là, il a commencé à se spécialiser dans la matière. Il ne parle pas de la période de transition médiévale. C'est important. La transition entre l'Antiquité et le médiéval, donc pour voir la continuité. Est-ce que les anciens, le médiéval, a su réutiliser les mêmes matériaux de construction et la technique de construction, on la trouve jusqu'à maintenant, dans les hauts plateaux par exemple, ils construisent toujours avec la terre battue ou le pisi. Aussi, portant la panoplie des sites découverts soit par moi-même, pour ne pas dire je connais tout, mais ou par une prospection virtuelle. Parce qu'en Algérie, on ne possède pas trop de matériel pour détecter, et même notre collègue parle d'images spectrales, et ça revient cher, il faut déposer des demandes à l'armée, à la défense, pour avoir ça, parce que c'est eux qui possèdent tout ça, voilà, qui décident, qui possèdent, voilà, justement. Donc on a fait à peu près, on a fait ce qu'on pu. On a fait une prospection virtuelle. Quelques sites, par exemple, le Bourj Saada, c'est à gauche, il est ici. Bourj Saada, Taïr Rasoul, Al-Bourada, Dra Suite, tout ça, on a pu les détecter depuis 1939. Parce que les recherches après 1939, c'est tout après les recherches récentes partout dans le monde, et ils disent que c'est disparu. Parce qu'ils n'arrivent pas à les trouver, même en prospection. Je les ai trouvés en 2007-2008 pendant ma prospection. Mais ici, j'ai écrit Fortin, point d'interrogation, parce qu'ils ont, d'après la prospection virtuelle, ils ont la morphologie des forts. C'est des carrés, c'est des rectangles avec des coins un petit peu, on ne peut pas dire, mais même à gauche, plutôt à gauche, à l'ouest, j'ai pu faire une prospection et détecter quelques forts sur le Wad Jdi. Sariyat Bet el-Khass, pas le Kharas, parce qu'à l'époque, ils n'arrivent pas à prononcer le Kha, donc c'est avec le K, avec le R, c'est Kha, Khass.
Justement, cette segia, cette rigole, hein, entre cette segia et Wajdi, elle est riche surtout en sites avec sites caractérisés par l'architecture en place. Et beaucoup de bâtisses carrées, hein, qui ressemblent au fort. Donc il faut au moins couvrir cette question. Chez nous à Tarouda, justement parce que tout ça donne des réflexions. Selon les termes de la forteresse, on a en 2019, c'est inédit, je n'ai pas encore publié, mais il n'y a pas de problème, je peux en parler. On a fait des sondages dans la salle où a fouillé Touchard en 1901. Donc on a procédé à des sondages, un sondage sous forme de U, hein, dans la salle. On a pu retrouver la mosaïque décrite par lui, c'est une mosaïque végétale, voilà, géométrique. Et on est arrivé au niveau des Pocostes. Donc c'est la base où c'est pratiquement la terre vierge, donc pour cette scène-là. Les murs, justement, parce que ça donne toujours... ça m'a intrigué dès le début, parce que on la voit directement, c'est une technique islamique, ou médiévale plutôt. Mais une fois arrivé aux hypocostes, c'est la même technique, du haut en bas. Donc la technique n'a pas changé. Et les hypocostes, c'est avec des normes de la période romaine. Donc ici, on se pose la question, est-ce que cette technique est médiévale ou antique? Et on trouve ici le mixtum, testekium, l'inkertum, donc ça donne des choses à réfléchir. Même la technique, on la trouve dans les termes à l'université de Biskra. C'est la même technique, c'est la même approche. Voici la photo des hypocostes, hein, une partie. La deuxième, c'est la mosaïque, hein, polychrome, géométrique. Et peut-être au milieu, c'est végétal, parce que selon la description de Touchard. Ça, c'est l'ensemble d'en haut, la partie trouvée de mosaïque. Et celle-là, la mosaïque, pratiquement plus ou moins plus claire, hein, si on supprime tout le contexte autour. Là, un autre point plus important aussi pour dire ainsi, ou pour montrer, si on peut dire, l'origine de cette forteresse. On l'a comparé avec, pas moi-même, mais même Paul Trousset l'a comparé avec les tours et avec les tours de la forteresse byzantine de Timgad. Cette tour est c'est le relevé de Baradez, et l'autre c'est notre relevé sur terrain. D'accord? Donc on trouve quelques similarités, mais notre relevé archéologique il est plus exact que celui de Baradez. La similitude entre la tour de Tarouda et la tour de Timgad, la tour de Tarouda est en B, la tour de Timgad est en A. Donc à peu près, ils ont le même plan, la même entrée en pont coupé. À Tarouda, donc elle est encore elle est enterrée. À Timgad, elle est fouillée, c'est bon. On trouve pratiquement la même les dimensions. À Tarouda, pratiquement à 116 sur 70, c'est à peu près la même chose comme
comme la forteresse de Timkat. Donc 5 mètres en plus ou moins, ça ne change rien. La deuxième similitude, c'est bien l'emplacement des termes. Les termes de Tahuda sont au nord-ouest de la forteresse, la même chose. C'est au nord-ouest, les termes de Tahuda, la même chose pour Timkat. Donc ça donne des points à réflexion, à réfléchir. La conclusion. Donc, selon cette simple comparaison, on peut dire que, selon le plan, la typologie des plans, on peut dire que Tahuda peut-être ça date de la période byzantine ou plus ancien. Je ne sais pas, il faut descendre plus loin, plus profond. La construction en tout, on adopte l'utilisation des galets au-dessous, le top, là, c'est la technique saharienne. Le cas des termes, ça donne une fausse lecture pour la période médiévale. Donc, on peut dire, je ne sais pas, ce qu'on peut dire, c'est antique, c'est médiéval. La période de transition, elle sera détectée dans les termes, dans la salle à côté, parce que la salle à côté, on a commencé, c'est vierge, on a trouvé des couches en terre battue, en tout, jusqu'au à peu près une profondeur de 4 mètres, 5 mètres. Donc, les termes de Tahuda ont été réutilisés pendant une période médiévale, et ces salles-là, elles étaient occupées autrement. Merci de votre attention.